Ok, c'est l'histoire d'un type. Bon, pas n'importe quel type, c'est l'histoire de Ridley Scott. Et Ridley Scott, dans les années 70, c'est le roi de la pub à la BBC. Et il a même réalisé un film, Les Duellistes, que les critiques aiment bien, mais qui a été quand même pas mal boudé par le public. Mais alors qu'il planche sur une adaptation de Tristan et Isolde, il va, durant un après-midi de l'an de grâce 1977, se prendre une claque monumentale. Quand Ridley Scott voit Star Wars, il est d'abord comme nous tous subjugué devant le meilleur film de tous les temps, mais il réalise aussi un truc. Lui, il va adapter de l'opéra, alors qu'en face, la concurrence, elle sort ça. An elegant weapon for a more civilized age. What? Yahoo! Look out! I find your lack of faith disturbing. May the force be with you. Et ça lui fout un cafard, mais d'une force, si bien qu'il va tomber dans une dépression de presque 3 mois. Au même moment, à Hollywood, Dan O'Bannon, récemment auréolé du succès critique de Dark Star, qu'il a co-scénarisé avec John Carpenter d'ailleurs, planche sur un script de film d'horreur SF. Il a bien aimé faire de la SF avec Dark Star, mais il se dit qu'il aimerait bien faire un alien plus réaliste, et il aime vraiment l'horreur, en fait comme John Carpenter d'ailleurs. Et la SF, ça fait longtemps que Dan O'Bannon il y pense, depuis qu'il a vu 2001 l'Odyssée de l'espace en fait. Mais les studios, eux, ils aiment pas trop la science-fiction, ils se disent que c'est un truc de série B, un truc à petit budget, qui passe un samedi matin à la télé ou dans des drive-in. Pas un truc de grosse production qui ramène des millions de personnes en salle. Et à peu près au même moment où Scott se rend compte que le chef-d'œuvre que Star Wars existe, les studios, eux aussi, se rendent compte que quand tu mets plus de 7 $ de budget dans de la SF, ça peut faire vendre. Et ça tombe bien pour la Fox, parce que ils ont un gars sous le coude qui essaye de leur vendre un script de SF depuis des années, mais ils ont pas de réal. Alors, il y avait bien ce fameux Ridley Scott, mais bon, lui, il avait lu le script à l'époque, mais il était pas très convaincu, il pensait que la SF, c'était pas pour le grand écran, comme tout le monde, en fait. Mais entre-temps, le frérot, il a été voir Star Wars 3 fois en une semaine, et il s'est rendu compte que, la SF, finalement, ça peut peut-être le faire. Et c'est alors que tout ce petit monde se rencontre, porté par l'envie de faire de la vraie SF, celle qui n'est pas une série B de Corman Productions, mais qui est vraiment faite pour le grand écran. Et l'issue de cette collaboration reste à ce jour l'un des meilleurs films d'horreur, voire d'un des meilleurs films tout court de tous les temps. Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Et puisque Alien Romulus est en salle et est apparemment en train de tout défoncer, je vous invite à me suivre pour une rétrospective complète de la saga Alien. Et on commence aujourd'hui par l'indémodable, l'incontournable et le bien trop souvent parodié, Alien, le 8e passager. Le film s'ouvre alors que l'équipage du Nostromo est sorti de son hyper-sommeil, et puisque le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, on va prendre le temps de rencontrer chacun des 7 membres d'équipage autour d'un bon repas. On a d'abord Dallas, le capitaine, Lambert, la navigatrice, Brett et Parker, les ingénieurs / mécanos du vaisseau, H, un vrai petit garçon, vous inquiétez pas, qui adore le protocole et encore plus passer du temps avec ses congénères humains, Ripley, la pilote du Nostromo et accessoirement plus belle femme du monde, et Kane, fétichiste de la suffocation et amateur de câlins gratuits. Le Nostromo, c'est un simple vaisseau cargo qui est de retour vers la Terre avec je sais pas combien de millions de tonnes de cargaison minière, mais l'équipage se rend vite compte qu'ils sont absolument pas à destination, et encore moins dans notre système solaire. L'IA du vaisseau les a réveillés pour répondre à un signal inconnu émanant d'un planétoïde au pif du nom de LV-426. Et l'équipage est contractuellement obligé d'en découvrir son origine dans l'infime chance qu'il soit alien. Bon alors, vu le titre du film, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais bon, vu que de pas aller checker l'origine du signal c'est en fait un retrait de salaire garanti pour l'équipage, les v'là bien obligés de poser le pied sur cette magnifique planète. Donc, maquette, incrustation, musique vraiment cool, caméra qui tremble, maquette, et voilà tout ce petit monde débarqué sur LV-426. Quel nom de merde. Bref. Et l'équipage se prépare à explorer la source du signal. Putain de merde. Pardon, j'ai été distrait. Donc l'équipage se prépare à explorer la source du signal qui s'avère être un vaisseau extraterrestre.
Un plan ultra iconique plus tard, il tombe sur la cabine de pilotage sous laquelle se trouve un tas de petits œufs que j'aimerais vraiment pas mettre dans mes omelettes, mais puisque tout le monde ici est un professionnel aguerri de la Weyland-Yutani, personne ne va être assez con pour approcher son visage au-dessus de ces immondes. Putain de merde, Kane, mais je viens de dire quoi? Donc ce génie de Kane est ramené au vaisseau par Lambert et Dallas, mais Ripley, elle a connu le Covid, et elle a bien envie de continuer sa partie d'Animal Crossing. Alors elle ordonne à tout ce petit monde de rester en quarantaine, histoire de comprendre un peu ce qui se passe. Mais comme Ash est anti-vax, il ouvre la porte du Nostromo et laisse entrer tout le personnel d'exploration. Ash et Dallas essayent tant bien que mal de retirer le parasite de la tête de Kane, mais vu que le truc saigne de l'acide, c'est pas de tout repos. Ah bah en fait si ça va, le truc se détache tout seul apparemment, et ça fait bien plaisir à l'équipage qui se dit que c'était sûrement un pote de Kane qui venait lui faire plaisir pour ses fétiches, et il retourne tranquillement en orbite pour partager un bon repas avant de se remettre en hibernation. Ils sont même rejoints par Kane, qui finalement va pas si mal que ça. Ah, en fait, pas tant que ça, parce que vu que Kane réagit à peu près comme moi quand on me rappelle l'existence du Koei Burger, c'est-à-dire en se mettant à convulser violemment sur la table, et que... Oh, le miracle de la vie. Alors oui, je peux pas le montrer à YouTube, donc voici une interprétation d'artiste réalisée dans Fortnite, et en vrai, bon, certes, il lui explose la cage thoracique, mais Kane, il a l'air quand même de pas mal surjouer, Moi, je pense que ça fait moins mal qu'un accouchement. Bref. La créature fraîchement émergée de Kane se... Non mais attends, c'est quoi cette course? Et pourquoi je trouve ça aussi drôle aussi, putain. Bref, c'est le branle-bas de combat pour tout l'équipage qui essaie de trouver un plan pour recapturer et tuer la créature et... Pardon, j'ai encore été distrait. Donc tout le monde se sépare comme dans un épisode de Scooby-Doo et on commence à chasser la créature avec des détecteurs de mouvement. Alors il chope un signal, mais pour une fois dans un film d'horreur c'était littéralement juste un chat, et c'est Brett, le grand gagnant de la chasse à l'alien, qui tombe sur une créature qui est quand même vachement plus grosse que celle qu'ils ont vu sortir du corps de Kane, et il reçoit instantanément son prix pour avoir gagné cette chasse en étant tué par l'alien et tiré dans les conduits d'aération. Du coup, Dallas se rappelle que c'est lui le capitaine et donc c'est censé être lui qui a la plus grosse paire de couilles, donc il se saisit d'un lance-flamme sous les conseils de Ash qui lui dit que n'importe quelle créature dans l'humanité craint le feu, donc ça devrait peut-être un petit peu marcher. Mais finalement, dans un film d'horreur, rien n'est plus puissant qu'un jumpscare et Dallas se fait instantanément défoncer par l'alien. Et puisque la créature se révèle bien plus intelligente que ce qu'il pensait et quasi invincible, ce qu'il reste de l'équipage pense que prendre la capsule de sauvetage c'est peut-être pas une si mauvaise idée, mais hélas, ils sont encore un peu trop dans le vaisseau, la capsule n'ayant que 3 places. Alors Ripley, devenue la de facto capitaine du Nostromo, décide d'aller chercher des solutions dans l'ordinateur central du Nostromo, qui lui apprend qu'en fait la survie de l'équipage c'est un peu secondaire quand les nouveaux ordres de la Weyland-Yutani sont de ramener le spécimen vivant sur Terre pour analyse, peu importe ce qu'il en coûte. Alors ouais, du coup la nouvelle passe assez mal avec Ripley, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Ash est en fait un androïde et que cette directive il la suit à la lettre. Et puisqu'il travaille pour une méga corporation, il essaye de forcer Ripley à lire le Figaro, mais heureusement ses potes arrivent pour la sauver juste à temps. Et ça fait bim bam boum coup de lance-flamme, on défonce l'androïde qui s'appelait Ash, et finalement maintenant on est assez pour monter dans la capsule de sauvetage. Alors Ripley de son côté prépare l'autodestruction du Nostromo en espérant tuer l'alien, tandis que Lambert et Parker vont chercher assez de ressources pour réussir à survivre au voyage. Mais bon, vu qu'ils sont méga brillants, ils attirent la créature, et puisque Lambert est paralysé par la peur et que Parker refuse de la brûler en même temps que le xénomorphe, la marionnette en costume d'alien s'approche d'eux, et Ripley devient la dernière survivante du Nostromo. Elle récupère le chat Jones et commence à se diriger vers la capsule de sauvetage dans une scène qui, attention, essaye de tuer un maximum d'épileptiques qui nous regardent dans l'espoir de faire monter le ratio de la créature. Mais bon, Ripley arrive quand même sans encombre à monter dans la capsule de sauvetage et s'éjecte juste à temps pour voir le Nostromo exploser. Tout est bien qui finit bien et Ripley se prépare à rentrer en Pardon, je m'étais évanoui, j'en étais où? Ah oui, Ripley est sur le point d'entrer dans la capsule d'hypersommeil quand elle se rend compte que l'alien l'a suivie à bord. Alors elle enfile discrètement une combinaison spatiale et se prépare à lui botter le cul. Elle ouvre le sas de la capsule et éjecte l'alien à grands coups de harpon qui se retrouve coincé dans la porte et... Oh putain je t'aime alien, mais putain tes effets des fois c'est vraiment trop drôle pour aucune raison. Un dernier petit coup de propulseur de la navette et la créature est définitivement éjectée dans le vide spatial. Le film se termine avec Ripley entrant en hyperstase alors que l'on entend la dernière entrée du journal de bord du Nostromo. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off.
Je sais pas vraiment quoi dire sur le film. Tout est si bon, si maîtrisé, mais ce qui est réussi par-dessus tout, c'est le world building. Le world building, c'est littéralement la construction de votre monde. Dans chaque histoire fantastique, que ce soit de la SF, de l'heroic fantasy, au cinéma, en livre ou en RPG sur table, avant de raconter quelque histoire que ce soit, il faut mettre en place le monde dans lequel vos personnages vont évoluer. Ça peut être super proche de notre réalité, ou alors ça peut être totalement différent. La seule règle d'or, c'est qu'il faut maintenir une certaine forme de cohérence. Plus votre monde est cohérent et plus il est plausible. Pas réaliste, plausible. C'est-à-dire que le spectateur n'aura aucun mal à croire que ce que vous lui racontez se produit vraiment dans le monde que vous lui avez décrit. Et le monde d'Alien est incroyablement bien défini. À commencer par les décors du Nostromo, presque un personnage à part entière en fait, qui semble comme rafistolé de partout, comme si la Weyland-Yutani avait récupéré un maximum de pièces détachées pour réduire le coût de ses vaisseaux. Et quand on voit la valeur qu'ils donnent à leurs employés, c'est pas si alambiqué que ça. Et cet aspect rétro-futuriste qu'Alien a, il vient pas de nulle part. Il est inspiré, allez, je vous laisse 5 secondes pour deviner, de Star Wars et de cette poubelle volante qu'on appelle le Millennium Condor. Mais personne ne s'est caché de cette inspiration à tel point que la production a engagé Roger Christian au décor, décoré de l'Oscar des meilleurs décors pour... Star Wars, bon, faut suivre en même temps, et qui sera de nouveau nominé dans la même catégorie pour son travail sur Alien. Bon, il le gagnera pas, mais moi je trouve qu'il aurait dû, bref. Pour moi, en tout cas, le Nostromo, c'est un des plus gros points forts du film. C'est loin d'être le seul, mais cet aspect ultra industriel de la sci-fi ne se trouvait pas vraiment ailleurs à l'époque. Tous les décors étaient tous très léchés, très ronds, très futuristes, alors qu'ici, ils sont presque contemporains. Et c'est ce qui rend l'univers d'Alien aussi reconnaissable. C'est ce look qui est aussi travaillé et qui est inspiré des travaux de Mobius, un dessinateur français plutôt connu pour son travail sur Métal Hurlant, et que Dan O'Bannon, le scénariste, a rencontré en France alors qu'il planchait sur une adaptation de Dune, bien avant celle de David Lynch. Alors, je fais une petite parenthèse sur ce projet, mais il avait l'air complètement dingue, avec Orson Welles et Salvador Dali en tant qu'acteurs, et une musique par Pink Floyd. Non, ça avait l'air incroyable, mais finalement le projet n'a pas pu voir le jour faute de financement. Et c'est une grande partie de l'équipe, notamment créative, que Dan O'Bannon va ramener avec lui pour travailler sur Alien. Et dans cette équipe créative se trouve une personne dont la patte artistique va donner toute sa substance à Alien et qui va lui donner son thème principal. Dans l'équipe ultra talentueuse que Dan O'Bannon va ramener de France, il y a H.G. Giger, un Suisse qui est responsable de tout l'aspect visuel de tout ce qui est extraterrestre dans Alien, avec notamment comme inspiration sa propre toile, le Necronome 4. Vous m'arrêtez si ça vous dit quelque chose. Et Ridley Scott a été instantanément conquis par le travail de Giger. Pour lui qui avait à cœur la réussite du métrage, trouver un style graphique aussi fort revenait à résoudre l'un des plus grands défis du film. Alors pour être fort, cet aspect graphique, il l'est, avec ses courbes qui viennent s'opposer au côté très rectangulaire des créations humaines, et cet alien qui est certes effrayant, mais bon, qui a quand même un peu une tête de bite. Et vous pensez que je vanne, mais c'est très vrai ce que je dis, et c'est intentionnel. Le travail de Giger, il est très chargé sexuellement, on va dire, avec énormément de représentations phalliques et vulvaires, ce qui est certes très unique, mais qui donne en tout cas toute sa substance à Alien. Le sexe et le genre dans Alien, c'est un thème principal. Alors pour le genre, on en reparlera bien plus en détail la semaine prochaine quand on parlera de Aliens de retour, mais dans Alien le 8ème passager, c'est difficile de pas voir cette allégorie de l'agression sexuelle. Avec cet alien très phallique et sa langue turgescente, avec le facehugger qui implante son embryon dans des proies indépendamment de leur volonté, ce qui est la seule façon que l'alien a de se reproduire. Mais aussi avec la façon dont les chestbusters viennent au monde. Je vannais tout à l'heure en parlant de miracle de la vie, mais c'est littéralement ça la mort de Kane. C'est une personne qui a été mise enceinte contre sa volonté et qui va devoir mettre au monde une créature dont elle n'a pas voulu tout en détruisant son corps dans le processus. Et il n'y a pas que l'alien qui est très sexuellement chargé, même du côté humain, la façon dont Ash, qui est pas humain, qui est un androïde mais certes, tente de tuer Ripley en enroulant un magazine pornographique avant d'essayer de l'étouffer avec... Je suis désolé, mais la comparaison, elle s'écrit toute seule. Et il y a plein d'autres thèmes plus ou moins évidents dans le film, comme l'avarice des corporations, avec cette entreprise de Weyland-Yutani qui est prête à sacrifier tous ses employés pour un possible profit en ramenant l'alien.
ou cette claustrophobie constante des couloirs du Nostromo qui confine souvent nos personnages à des endroits étroits. Mais le thème principal d'Alien est et restera la sexualité et le genre. Un thème qui sera encore plus exploré 5 ans plus tard dans une suite réalisée à l'époque par un petit nouveau qui n'avait qu'un seul succès à son actif, mais bon, ça on en parle la semaine prochaine. En attendant, je sais pas vraiment quoi dire de plus sur Alien. Je pourrais râler sur les effets qui font parfois un peu cheap, notamment le costume d'Alien, parce que on voit bien qu'ils essaient de le cacher au maximum pour qu'on évite de voir que c'est un mec dans un costume, mais est-ce que je peux vraiment râler sur un film qui a le double de mon âge ? Pas vraiment. Alors que bon, tout le reste des aspects techniques sont si bons que j'aurais aucun mal à voir le film sortir aujourd'hui. En fait, je vois pas vraiment l'intérêt d'essayer de descendre une production aussi parfaite, que ce soit dans ses acteurs, ses visuels ou ses thèmes. Pour moi, Alien, le 8e passager, restera toujours un classique indémodable, bourré de plans iconiques et de personnages inoubliables que j'aurais jamais de mal à revoir. Et je dis pas ça parce que je me retrouvais à remater des passages entiers du film quand je faisais le montage, ok ? Ma seule critique réelle du film, en fait, c'est qu'il est un peu dangereux pour les personnes photosensibles, surtout dans ces 30 dernières minutes. Mais à part ça, je ne vois aucune raison de ne pas redescendre sur LV426 pour revoir ce qui est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors oui, je sais, je reprends un rythme de vidéo de 1 par semaine, en tout cas je vais essayer de m'y tenir. Donc du coup, là on attaque avec Alien 1, je sais que j'avais dit que je faisais les jeux Marvel, mais j'arrête pas de changer d'avis, de toute façon maintenant faut arrêter de me croire. Mais donc, la semaine prochaine, Alien 2 de James Cameron, que j'ai vu pour la première fois il y a pas très longtemps, et qui m'a donné vraiment envie de parler du film. En fait, toute cette série de vidéos, elle vient du fait que j'ai été voir Alien Romulus en salle, et que j'ai eu envie de parler à fond du film. Alors, si vous voulez mon petit avis sur le film, là, maintenant, dans la outro, j'ai adoré le film, il était vraiment bien, mais à chaque fois que le film joue sur la nostalgie, ça le défonce, en fait. Genre, dès qu'il tente des trucs nouveaux, c'est trop bien, et à chaque fois, après, il va te dire « Hey, tu te rappelles de cette scène dans le 1 que t'as déjà vu 1000 fois ?» Bon, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, donc, la semaine prochaine, Aliens 2 de James Cameron, et ensuite, on enchaîne, Aliens 3, Alien 4, Prometheus, Into, Covenant, et après, si peut-être j'arrive à trouver le film en digital, je parlerai de Romulus, on verra. Après, quand j'aurai fini tout ça, soit si les vidéos marchent bien et si tout le monde aime bien ce genre de série rétrospective, je pars sur Predator, parce que j'aime bien Predator et parce que j'adore Prey, j'ai vraiment envie de parler de Prey parce qu'il est trop cool le film. Soit on fera peut-être une vidéo sur un jeu vidéo, on verra. Peut-être que à la fin de cette rétrospective Alien, il y aura un petit bonus Alien Isolation parce que je suis en train de faire le jeu en ce moment et ça a l'air vachement bien. On verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il me reste pas mal de choses à faire, alors je vous laisse et je retourne fouiller ma caverne.